Le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs sur patreon.com/rdvtech. Aujourd'hui, j'aimerais tout particulièrement remercier Rooks in the Wood, Marc Boussoulade, Laurent Schubach, Mills et David Broczynski. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisirent de soutenir le contenu qu'ils apprécient et qu'ils aiment bien sur patreon.com/rdvtech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toutes les semaines l'actualité tech, internet et gadgets. On réunit les informations les plus importantes après avoir écumé tous les blogs, toutes les news, toutes les infos et on vous les livre avec une bonne dose d'analyse et en plus une bonne dose de, j'ai envie de dire d'humour, mais je sais pas si on est tout à fait qualifié. Je suis pas sûr. Question de point de vue, hein, sur l'humour. C'est ça. Je suis Patrick Béja et je suis très très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode, surtout que je reçois également dans l'émission mes 3 personnes favorites au monde, presque, hein, à la louche. C'est-à-dire après sa femme. après sa femme, son enfant et sa PlayStation. Voilà. C'est ça, exactement. Vous les avez entendus, il s'agit de Jérôme Kainborg, Cédric Bonnet et Manuel Corben-Dorn. Comment ça va, messieurs ? Ça roule. Ça de va, vacances, très bien. moi, donc tu vois, je suis détendu. De vacances, mais on est en novembre. Il passe son temps en vacances, Corben. Non, tu regardes son compte Instagram, le mec, il est en vacances tout le temps. T'as une vraie vie d'influenceur, quoi. C'est ça. Les blogueurs à succès, voilà ce que ça pour donne. tester des vacances, donc je teste. Ah bah oui, t'as raison. Effectivement. Bon, aujourd'hui, on va vous parler d'Apple, bien sûr, qui a annoncé une nouvelle série de produits, mais qui a aussi annoncé un petit peu 3 fois rien, qui a annoncé des changements dans la manière dont ils vont donner les infos à leurs investisseurs, et il y a des choses un petit peu surprenantes, /intéressantes, dont on peut discuter. Donc on va faire ça tout à l'heure, mais on va aussi vous parler du rachat de Red Hat par IBM, qui est étrange et intéressant, et on va voir un petit peu pourquoi. Il y a aussi des nouveaux téléphones qui ont plus ou moins de succès, comme le Red Hydrogen One, le OnePlus 6T. Voilà, on a entendu les rires moqueurs. C'est clair. Et d'autres choses comme ça. On a aussi, bien sûr, des infos sur... quoi d'autre ? Netflix et YouTube, Samsung, des téléphones pliables comme je le disais, etc. Donc, on va parler de tout ça, mais on commence avec évidemment la conférence d'Apple qui, un petit peu comme chaque année, fait sa conférence de septembre pour annoncer ses nouveaux iPhones et souvent ajoute une conférence en octobre, en l'occurrence c'était à la fin du mois d'octobre, pour parler des autres produits, c'est-à-dire les iPads, les Mac, etc. Donc, on va commencer par ça, et je pense qu'on va pas passer énormément de temps sur les produits, même s'il y a des choses à dire. La conférence était une conférence habituelle, ils ont vanté le nombre d'utilisateurs qu'ils avaient sur Mac, 100 millions. Ils ont dit que leur nouvel OS Mac était super cool, ils ont dit que il y avait énormément d'installations d'iOS 12, qu'ils étaient déjà à 60% de mise à jour sur iOS 12, qui est bien sûr toujours une bonne chose pour avoir une base installée uniforme. Mais évidemment, les 2 annonces les plus importantes, c'était l'annonce du nouveau MacBook Air et du nouvel iPad Pro. Alors, ce MacBook Air est un petit peu ce qu'on pouvait attendre, c'est-à-dire que c'est une nouvelle, en fait, c'est une refonte du MacBook Air qui avait été annoncé pour la première fois en 2013, je crois, peut-être même 2010. Oula, c'était il y a bien longtemps. Et surtout, je pensais au chiffre 3 parce que ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas été mis à jour et c'est vrai que le design était vieillissant. Là, ils ont finalement emprunté le design de leurs nouveaux ordinateurs portables et surtout du nouveau MacBook, qui lui aussi avait été annoncé il y a quelques années. Et donc, c'est en fait, je crois qu'on peut presque le décrire comme un de ces nouveaux MacBooks, mais avec un écran de 13 pouces, comme l'ancien MacBook Air. Il y a tout un tas de petites choses. Une nouvelle puce de sécurité qui
renforce la sécurité de T2. l'appareil. Le T2, il y a un clavier de 3e génération, le clavier papillon. Il y a un plus grand trackpad, etc., etc. Quelles ont été vos impressions sur cet appareil, ce nouveau MacBook Air qui s'est fait attendre? Je vais peut-être poser la question à Corben qui avait l'air enthousiaste. Ah bah moi je suis content parce que moi j'en ai un là depuis un petit moment, mais c'est vrai que ça a commencé un peu à vieillir. Non, mais c'est bien, c'est une bonne petite update. La puce, la de sécurité, j'ai regardé ça permet des petits trucs sympas aussi, notamment cette histoire de micro en fait qui se coupe quand on claque quand on referme l'ordinateur. Donc c'est des petites choses comme ça. Ouais, je sais pas à quel point c'est lié à la puce T2 cette fonctionnalité spécifiquement, parce que c'est ça, c'est matériel, c'est-à-dire que physiquement la connexion au micro se coupe. Voilà, elle va couper l'alimentation. Je suis pas sûr que ce soit lié à la puce, hein, mais c'est une feature en plus. D'accord. Et il y a le Touch ID aussi, donc ça c'est pas mal. Moi j'utilise beaucoup le Touch ID sur l'iPhone, donc c'est vrai que c'est pas mal de l'avoir sur le MacBook. Alors je l'achèterai pas, en tout cas pas tout de suite. Il faudra que l'autre rende l'âme avant, mais ouais, non, je trouve pas mal. Après, j'ai rien vu sur l'autonomie. Je sais pas si on est comme d'habitude à 12 heures d'autonomie avec un processeur. 12-13 heures, ouais, c'est ça. Parce que comme il y a eu un peu de perte entre les iPhones, au niveau des iPhones en termes d'autonomie. Là, non, parce que les processeurs d'ordinateur ont augmenté en puissance tout en restant justement moins énergivores. Et ils expliquaient d'ailleurs un choix de changement de gamme quand même au niveau du processeur. Au lieu des U, mais sur le vu que l'écran est Retina, c'est quand même une performance, on va dire, au niveau de la batterie, d'avoir gardé l'autonomie avec plus de pixels à pousser quand même. Oui, disons qu'on n'en est pas loin de toute façon dans les MacBook Pro déjà qui ont des processeurs plus puissants, donc je suis pas très très surpris. Il y a une autre info intéressante. Il est un petit peu plus cher. Et justement, on va parler de gamme de prix un petit peu parce que ça devient assez confus, leur gamme de prix et leur proposition de produits. Tu peux le dire. On peut parler... Alors, il coûte à peu près $1,200. Je pense qu'on est à 1 300, 1 350 euros en France. On parlera peut-être du recyclage dans quelques temps, mais ça sera pas mal d'en parler un petit peu plus tard. 1349. Voilà, c'est ce que je pensais. Mais cette gamme de prix, effectivement, on se retrouve avec un MacBook, un nouveau MacBook qui est toujours présent, ce MacBook Air qui est un petit peu plus cher, on a le MacBook Pro, le premier de la gamme qui n'a pas la barre touch machin, qui est à peine plus cher, mais qui est en fait plus gros, plus volumineux et un petit peu plus puissant, parce que c'est vrai que ce processeur est un processeur faible consommation sur le MacBook Air, mais tout de même, il est meilleur en tout, quasiment, que ce MacBook Pro premier d'entrée de gamme, entre guillemets. Est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver... Il n'est pas vraiment meilleur en tout. Pas meilleur, Il n'est pas meilleur en poids. Tu veux dire en poids, le MacBook Air est aussi lourd que le MacBook Pro ? Non, je parlais du MacBook, moi, tout court. Oui, non, mais c'est ça qui est étrange, c'est que, tu vois, même en parlant, on ne sait plus de quoi on parle. Non, le MacBook Pro, la différence, c'est que tu vas avoir des modèles quad-core sur le MacBook Air, tu restes sur des modèles bicore. C'est ça. Donc, ça fait une grosse différence quand même. Ça fait une grosse différence, on est d'accord, mais... C'est vrai que l'entrée de gamme du MacBook Pro, ils auraient dû l'enlever, quoi. C'est confusant, en fait. Moi, j'irais même jusqu'à dire qu'ils auraient dû enlever le nouveau MacBook, qui est le 12 pouces. Alors oui, c'est une taille plus faible, enfin, c'est une plus petite taille, d'accord, mais on est quand même... Et là, donc, je te pose la question, puisque tu as l'air d'être d'accord avec moi, Jérôme, je vais te donner la parole, c'est comme ça que ça marche dans le Rendez-vous Tech. On a quand même... Est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger vers une offre qui est plus proche d'un constructeur PC type Dell? Là, je fais du forcing peut-être, mais à peine, parce que on avait quand même la qualité de Steve Jobs qui était de dire non, il faut des choses simples, il y a un iPhone ou 2 ou 3, mais bon, on sait ce qu'on veut. Sur les Mac, il était arrivé, quand il est revenu dans la société, il a supprimé toute une série de modèles qui faisaient qu'on voulait essayer de s'adresser à chaque petit segment du marché. Lui, il était arrivé, il avait dit non, on a genre 3 Mac, et voilà, vous les prenez ou vous les prenez pas, mais c'est ce qu'on veut vous donner. Là, on a on comprend plus rien à leur gamme de produits, quoi, Jérôme. On comprend plus rien. Tu parles de Dell. Franchement, par rapport à d'autres offres PC, c'est vachement clair. Je veux dire, tu vas chez n'importe quel constructeur PC, entre toutes les options et tout ça, tu t'y perds. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude chez Apple d'avoir des... Mais même l'autre jour, je me disais, mais il y a plein de trucs maintenant dans l'Apple Store, alors qu'avant, c'était le royaume du vide. T'avais des millions, des grandes tables avec 3 produits dessus.
Là, maintenant, il commence à y avoir, même en iPhone et tout, on a un choix quand même cette année entre des tailles, des modèles différents. Ce que je veux dire, c'est que oui, Apple change. Je pense qu'il y a aussi la taille d'Apple qui a beaucoup changé entre l'ère Steve Jobs et l'ère d'aujourd'hui. Les choix que faisait Steve Jobs, c'était aussi des choix industriels, parfois même dangereux. Aujourd'hui, Apple peut se permettre d'avoir une gamme un peu plus étoffée. Ce qui est confusant, c'est le pricing, je trouve, justement. On sent qu'Apple se cherche là-dessus. Ils ont envie d'aller chercher des gens un peu moins fortunés. Mais c'est pas dans leur ADN. Ils ont du mal. C'est toujours un jeu dangereux parce que ça peut écorner leur image de marque de faire des produits vraiment pas chers. Mais moi, je me réfère à l'iPad qu'ils ont sorti cette année, le 2018, qui est dans les 300 quelque chose. Apple fait des vrais signaux de pied à un public moins fortuné. Et je serais pas surpris de voir peut-être le prochain. Dans la gamme iPad, il y a un truc bizarre aussi. L'iPad mini, il a 10 euros de moins que le grand iPad. Ouais, mais il va mourir, l'iPad mini. Bah oui, mais bon, enfin, il est toujours dans la gamme. Et c'est complètement con. Mais ils ont des stocks. Ils vont pas les brûler juste pour les enlever des magasins. Je pense que non, mais je serais une décision courageuse, ça serait de mettre tout ça en refurb, oui, c'est un peu ça. Mais c'est un peu sur ça que je suis surpris également, c'est que pour les Macs, c'est un peu la même chose. Ils auraient pu réduire les prix de certains appareils pour les écouler et avoir une gamme plus claire pour les MacBooks. Mais bon, clairement, ils ont pas fait ce choix. Ce que tu disais, Patrick, sur les... Là, on parle de prix, mais même en termes de spec, là, ce que tu étais en train de dire, c'est qu'il n'y avait plus vraiment de différence entre, en tout cas, de prime abord, entre un MacBook et un MacBook Air en termes de spec. Alors, apparemment, c'est dit qu'il y a Non, il y a une grosse différence. Grosse différence, bon ok, mais si tu prends un peu par exemple les derniers, enfin les iMac et puis le Mac Mini là qui vient de sortir en termes de puissance, etc. Tu dis bon, ça n'a plus rien à voir. Mais ce qui n'est pas compréhensible, et là je partage ça avec vous, c'est le MacBook en fait aurait pas dû disparaître. Le MacBook aurait dû subir un refresh en même temps pour justifier un changement de prix vers le bas. Et je m'explique parce que le MacBook actuel fait 12 pouces ou 11 pouces, je sais plus, donc 12 pouces c'est. Il a un écran plus petit, ok. Il n'a pas de Touch ID. Il est plus léger, certes, mais il se trimballe encore l'entrée de gamme, toujours pareil, le truc sans option. Un M3 Beaker complètement anémique. La seule différence, c'est qu'il dispose, lui, de 256 Go de stockage de base, alors que le MacBook Air, la pingrerie d'Apple, fait qu'il démarre à 128 Go. Bon, ça fait une différence quand même. Surtout vu le prix du SSD chez Apple. Voilà les grosses différences. Il a moins d'autonomie aussi, puisque forcément form factor plus petit, moins d'autonomie. Et pareil, il a un processeur de la génération d'avant. Et qu'on le veuille ou non, la 8e génération d'Intel est beaucoup plus efficiente en termes de consommation. Et donc, tu devrais te dire, ce MacBook-là, il devrait se retrouver à 150 € de moins, par exemple. Eh bien, il est à 150 € de plus. C'est ça qui n'est pas compréhensible. C'est qu'on a un ordinateur à 1500 balles qui fait moins bien qu'un ordinateur à 1350. Sauf sur le disque dur, tu vois. Mais il est bien moins équipé. Ce modèle ne devrait pas être là dans la gamme, en fait. Et moi, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas. Alors, s'ils tiennent à la gamme MacBook Air, ok. Ils appellent le MacBook Air, c'était le moins cher de la gamme d'avant. Hein, tout à fait. Mais justement, ils auraient pu renommer et remettre à jour et renommer ce MacBook, ce nouveau MacBook en MacBook Air, en faire une taille 12 pouces, une taille 13 pouces, et ça aurait été beaucoup plus clair. Donc, voilà. Ils devraient nous embaucher, quoi. Ouais, voilà. Non, mais exactement. Non, mais Apple n'a jamais fait de baisse de prix d'un produit qui était dans le catalogue. Ça n'existe pas chez eux. Le seul moment où le produit baisse, c'est quand il est mis à jour. Et si vous regardez même sur les iPhones, quand l'iPhone baisse en prix, par exemple l'iPhone 7, parce qu'il reste dans la gamme alors qu'on en est au 10S, tu vois, c'est parce qu'il a eu un update. Un update de quoi? De mémoire. C'est-à-dire que le modèle d'entrée de gamme n'est plus un 32, mais un 64. Et on baisse le prix. Et c'est plus comparable, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours cet effet de... Il faut pas pouvoir comparer avec l'avant, parce qu'il y a des gens qui l'ont encore acheté il y a une semaine, et qui auront les boules d'avoir acheté un MacBook à 1500 balles, et la semaine suivante, il est updaté, et il est à 1000 balles, tu vois. Là, par contre, ça fout les boules.
Je suis complètement d'accord. Apple, c'est l'anti-Samsung parce que Samsung, parfois, t'achètes un smartphone, 2 jours après, il vaut la moitié du prix. T'es dégoûté, quoi. Apple ne veut pas de ce phénomène-là. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, Cédric. Exactement. Et c'est ça la grosse différence. Alors, et c'est pour ça que le MacBook est encore là. Il faut surtout pas l'acheter, le MacBook, que les choses soient claires. Ah oui, non, c'est sûr. À le mon new avis, MacBook, il va y avoir... Mais pareil, ils vont faire un refresh silencieux. Tu sais, genre pas de keynote, rien. Ils vont couper le store un mardi matin et le remettre à midi en disant voilà, le MacBook a été updaté avec des processeurs de 8e génération, machin, et il sera à 1300 balles. 50 € en dessous en disant regardez, c'est plus le même. Et on a baissé le prix. Tu vois, et là, ça donne une vraie justification commerciale. Bon, et peut-être qu'ils voulaient faire plus de bruit sur le MacBook Air, ce modèle-là. Bien sûr, le MacBook Air est un modèle ultra emblématique pour eux. Ouais, quand il était sorti la première fois, la démo avec l'enveloppe, machin truc. Ah oui, c'était ouf. Honnêtement, c'était ouf. Moi, je me souviens des collègues qui détestaient. Dans la boîte dans laquelle je bossais, j'étais le seul à avoir un Mac. À l'époque, j'avais un MacBook noir. Tu vois, c'était le plus haut de gamme des MacBooks. Il était noir. Ils n'ont plus fait après. Mais j'avais ce MacBook-là et tout le monde disait attends, c'est de la merde ton truc. Moi, avec mon PC HP, je fais ci, je fais ça, machin. Quand le MacBook Air est sorti, ils ont tous acheté un MacBook Air. pour tout vous dire. Non, mais il faut avouer que on va avancer, les gars. Les gars, on va avancer parce qu'on a déjà fait un quart d'heure sur les gammes d'Apple, mais c'est sûr que le MacBook même Air la caméra FaceTime, elle est moins bonne sur le MacBook par rapport au MacBook. On va avancer, Cédric, on t'a dit. Non, mais voilà, je vous dis. Ce qui est sûr, c'est que le MacBook Air a influencé l'ensemble du marché des portables, y compris sur PC. La gamme des Ultrabook, comme on l'appelait, elle est née de la sortie du MacBook Air. Ouais. Alors, ils ont aussi annoncé un Mac Mini, nouveau modèle. Lui aussi n'avait pas été mis à jour depuis genre 3, 4, 5 ans. Même plus que ça. Même plus que ça, c'est possible. Non, 5 ans. Quelque chose comme ça. Il y a 5 ans, la dernière mise à jour du MacBook Air. Du Mac Mini. Pardon. Et ils ont aussi annoncé l'autre gros morceau de la conférence, c'est ce nouvel iPad Pro qui, comme on s'en doutait, reprend certaines des caractéristiques des iPhones de ces 2 dernières années, avec un Face ID, avec une bordure beaucoup plus fine, plus de boutons Home, plus de port jack non plus, alors que là, bon, ils auraient la place de le mettre, je pense. Ils ont augmenté la taille de l'écran sur le modèle petite taille entre guillemets, c'est-à-dire ils sont passés de 10,5 à 11 pouces pour la taille de l'écran, et sur le modèle 13 pouces, ils ont réduit la taille de l'appareil en gardant la taille de l'écran intacte. Là évidemment, autre élément hyper important, c'est le nouveau Pencil, le nouveau stylet d'Apple, qui est donc le Apple Pencil 2, qui n'est pas compatible avec les anciens appareils, et l'ancien Pencil n'est pas compatible avec les nouveaux appareils, donc il faut ajouter 130 € au prix de votre iPad si vous voulez en acheter un. Mais oui, le Pencil a un peu augmenté au passage. C'est ça. 135. Ils ont également ajouté une petite une sorte de zone sensible sur laquelle on peut double-cliquer pour interagir avec les apps avec lesquelles qu'on utilise. Il y a également des tests qui valent ce qu'ils valent parce que c'est du Geekbench qui teste un petit peu ce que fait de mieux les processeurs d'Apple, mais il n'empêche, ces tests donnent la puissance de cet iPad Pro comparable avec la puissance des MacBook Pro. Donc on arrive vraiment à un niveau de puissance qui est plus ou moins équivalente, encore une fois, même si les tests ne veulent pas tout dire, mais un niveau de puissance qui est plus ou moins équivalent à celle de vrais appareils de travail. Donc Apple veut nous vendre cet iPad Pro comme un appareil qui peut-être pas, c'est peut-être une fausse manière de voir les choses, de dire qu'il peut remplacer un ordinateur, parce qu'on retombe systématiquement dans cette vérité qui est que certaines choses sont soit impossibles à faire sur iPad, soit plus agréables et plus fonctionnelles sur un ordinateur, mais en tout cas, ils veulent présenter cet appareil comme vraiment une solution aboutie pour certaines utilisations créatives notamment. Et là, bien sûr, je me retourne vers Jérôme, qui utilise son iPad Pro un petit peu tout le temps, qui adore cet appareil. Qu'est-ce que tu as pensé de ce nouvel iPad Pro sans bord ? T'as pas donné la plus grosse des news, c'est l'arrivée de l'USB-C.
Oui, comment ai-je pu l'oublier? C'est la plus importante. Le truc le plus important pour moi de cette sortie d'iPad. Et alors, parce que tout le monde après m'a posé la question, mais est-ce que ça veut dire qu'on aura des iPhones en USB-C l'année prochaine? Non. C'est simplement que moi, je suis pas sûr. Je pense que c'est possible. Bah, on verra. Mais pour moi, l'iPhone Pro. Voilà. Non, mais tu déconnes, mais c'est exactement ça. Mais en fait, l'USB-C c'est la manière de dire d'Apple que l'iPad est vraiment pro. Il est comme votre ordinateur. Maintenant, il a une prise sérieuse. Il a une prise USB. Vous pouvez changer votre iPhone avec. Le pro. Alors, en fait, le truc de cet iPad, c'est que il est magnifique. D'abord, en design, il est magnifique. Il est ultra puissant. J'en pleure. Je suis hyper heureux. Mais en même temps, j'ai envie de dire à Apple, mais lâchez-lui la bride, quoi. Et cette USB-C, là, on arrive pile poil au gros problème que Apple va devoir confronter avec l'iPad. Cette USB-C, tu peux brancher tout un tas de choses dessus. Il y en a qui font des tests. Tu peux brancher tous les périphériques USB-C. Mais il y a une chose qui ne marche pas, c'est le stockage externe. Tu peux brancher tous les disques durs que tu veux USB-C, il ne les reconnaît pas. Apple n'y arrive pas. N'y arrive pas. Ils savent très bien le faire techniquement. Enfin, vraiment, ça serait hyper simple. Mais ils ne veulent pas en faire finalement un vrai ordinateur. Parce que plus qu'une souris, plus qu'un clavier, ce qui ferait de l'iPad Pro quelque chose de vraiment très fonctionnel dans un environnement pro créatif comme le montage vidéo ou ce genre de truc, c'est du stockage externe et de pouvoir utiliser du stockage externe. Quand tu as 1 Tera dans un iPad Pro, est-ce que ça vaut le coup? Je suis désolé. Moi, par exemple, je sais que je vais faire le salon de la photo, c'est 4 jours de salon. Je reviens avec 700 gigas généralement de footage. 1 Tera ne me suffit pas à monter ma vidéo. Ouais, je crois que il y a beaucoup de gens qui pensent que la connexion de stockage externe c'est un truc très simple. Je suis pas convaincu parce que, enfin, ça pourrait l'être pour certaines choses, c'est-à-dire juste utiliser des photos ou des vidéos qui sont stockées en externe. Mais si tu l'autorises, les gens vont vouloir mettre des apps, des programmes, des trucs comme ça. Et du coup, quand t'as plus le truc connecté, ça pose des problèmes au système. Alors, pas des problèmes insolubles, mais ça complique un peu les choses. Il y a un truc, quelque part, Apple se tire une balle dans le pied. Ils vont sortir un Photoshop complet, un Lightroom complet sur iPad Pro. Eh bien, si tu veux décharger tes photos par l'USB-C, t'es obligé de passer par leur album pour touristes. Tu ne peux pas faire reconnaître ta carte SD par ton Photoshop ou ton Lightroom. En fait, ça, c'est pas tout à fait vrai. C'est une étape supplémentaire. Non, oui, c'est pas tout à fait vrai. Parce que parce que les développeurs ont accès à ça. C'est-à-dire que si demain Adobe veut que les PSD stockés sur une carte mémoire ou sur même une clé USB soient reconnus par l'iPad Pro, ils peuvent le faire. C'est disponible. Écoute, la réponse d'Apple à cette question, c'est de dire mais les développeurs de Lightroom ont fait un script qui permet de copier votre photo dans Album et ensuite de l'effacer dans Album en l'important dans Lightroom. Oui, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont fait, mais ils peuvent le faire. C'est autorisé. Il faut qu'ils le fassent alors. on va leur dire. Il y avait effectivement toutes ces histoires qui ont été mentionnées. Il y a aussi un autre truc qu'on n'a pas évoqué, c'est le fait que le Pencil maintenant s'attache magnétiquement à l'iPad, donc on n'a plus besoin de le trimballer à côté. Et pour ceux qui disent mais c'était déjà disponible sur tel et tel autre appareil, c'est vrai. Mais en plus de ça, il charge le Pencil, ce qui est quand même assez malin. Et juste un truc sur l'incompatibilité des deux Pencils. Moi, ça me fait hurler, mais en même temps, il y en a un qui est Lightning et l'autre qui est USB-C, enfin qui se recharge sans fil. Donc ça peut pas marcher. Le nouveau Pencil ne peut pas marcher avec l'ancien iPad. Enfin, il pourrait techniquement, mais il faudrait que tu charges. Tu pourrais, voilà. Disons que c'est ça le problème. Voilà, s'il avait un charge, ça serait un peu bizarre. Il faudrait qu'il y ait un chargeur Lightning sur le nouveau Pencil, alors que sur le nouvel iPad, c'est un port USB-C. Non, mais en fait, tu peux, parce que regarde, tu branches le câble USB-C vers Lightning et tu as un adaptateur qui est fourni dans la boîte du Pencil. Oui. Tu peux brancher et il va le charger, puisque tu peux charger un téléphone. La seule différence, c'est surtout qu'ils ont été tellement malins
qu'ils ont fait un système d'appairage qui fonctionne soit par le Lightning, soit par le connecteur de recharge sans fil. Et là où c'est très con, c'est que du coup, tu pourras jamais appairer un Pencil d'ancienne génération avec un nouvel iPad. Ouais. Voilà. Je crois qu'effectivement le nouveau système est beaucoup plus malin. C'est même le genre de système qui aurait dû exister dès le départ. Et bon, donc ils ont fait table rase. Ok. Bon, je ne sais pas s'il y a encore énormément de choses à dire sur cet iPad Pro. Allez-y avant qu'on avance. Non, c'est bon. Moi, non. Après, il y a un peu de poudre aux yeux avec les sorties vidéo, par exemple, sur l'USB-C et tout ça, parce que c'est pareil. C'est-à-dire, quand vous branchez votre iPad Pro sur un écran, vous allez juste avoir un mirroring de ce qu'il y a sur l'écran de l'iPad. Et il y a uniquement, si vous utilisez une application qui gère les écrans externes, ça rejoint ce qu'on disait pour les clés USB. Par exemple, je pense que Photoshop le fera ou Adobe Rush va le faire. C'est-à-dire que vous allez avoir sur l'écran externe le résultat de ce que vous êtes en train de monter, et là, qui sera full screen. Mais sinon, quand vous allez quitter l'app et revenir sur le menu, vous allez vous retrouver avec 2 grandes bandes noires sur le côté. Donc on voit que c'est pas complètement abouti, que ça remplacera pas un ordinateur de bureau, que c'est pas. C'est pas. Disons que c'est ça qui est frustrant. T'as tout pour que ça devienne carrément génial. Par contre, en termes de puissance, mais l'OS retient en arrière. L'OS retient cet iPad. Ouais, c'est ça. En termes de puissance, on est d'accord. D'ailleurs, il y en a un qui expliquait que sur Rush, sur son iMac Pro, et Rush sur son iPad, le temps d'encodage de sa vidéo avait pris exactement le même temps. Donc, je crois que c'était l'année dernière. Depuis l'année dernière, en vidéo, j'aimerais avoir un iPad pour monter mes vidéos, en fait. Mais je ne peux pas à cause de cette limitation. J'ai une autre question, tiens, du coup, qui sort peut-être un peu de nulle part. Est-ce que si là on a les premières étapes d'une utilisation d'iPad branché sur ordinateur, bon il n'y a pas de souris mais on peut, sur écran, il n'y a pas de souris mais on peut avoir un clavier externe et contrôler les fenêtres avec le doigt. Est-ce qu'on va pas arriver? Est-ce que Apple ne pourrait pas sortir un iPad? Là je vais pas parler de 13 pouces, mais pourrait pas sortir un iPad de 20 pouces, de 30 pouces, pourquoi pas et est-ce qu'on n'aurait pas des utilisations intéressantes pour ce type d'appareil, de la même manière qu'on a le Surface Studio qui est immense et qui est sous Windows, bien sûr. Si, complètement. Si, mais le prix... Oui, je pense qu'il y aura des morts. Hein. C'est vrai. Bon, mais je vois mal Apple sortir un produit de niche comme Microsoft avec son Surface Hub là qui est immense, cet écran mural, machin, tout ça. Je vois mal Apple sortir ce genre de produit 100% business, parce que même si Apple dit nous on s'adresse aussi aux pros machin, mais c'est plus j'allais dire l'indépendant. Oui, il y a quand même l'industrie, mais c'est quand même très différent. C'est-à-dire qu'ils vont pas aller sortir un produit qu'ils vont vendre à 2 exemplaires à 100 000 €, tu vois. Non, bien sûr. Moi, je pensais plus à un outil créatif. Mais tu vois, le studio de Microsoft, ils le disent à demi-mot, mais c'est plus un proof of concept. Il y a très peu de studios de graphiques qui ont acheté le Surface Studio, en fait. Il y a peu de monde, mais bon. Bon, parlons de cette question du recyclage dont je voulais parler un petit peu aussi. Ils ont annoncé que le nouveau MacBook Air et le nouveau Mac Mini d'ailleurs était entièrement fait en aluminium recyclé. Alors il faut préciser que l'aluminium recyclé c'est souvent des chutes d'autres appareils. D'ailleurs ils l'ont même dit eux-mêmes. Ils utilisent beaucoup de chutes des iPads qui sont manufacturés, vous savez, à partir d'un morceau d'aluminium complet dans lequel ils vont creuser et machiner la forme de l'appareil. Alors oui, c'est vrai, il y a beaucoup de chutes, mais il n'empêche, c'est du recyclé. Ils sont à 100% recyclés d'aluminium sur ces appareils-là spécifiquement. Ils continuent à ajouter des éléments recyclés. Ils ont des... en fait, il y a quand même un truc à savoir sur l'aluminium. C'est que c'est moins cher de recycler de l'aluminium que de créer de l'aluminium aujourd'hui. Et donc déjà 75 ou 76% de l'aluminium en circulation dans le monde est de l'aluminium recyclé. Donc Apple déjà dans l'iPhone que tu as entre les mains, ou je sais pas, ou la montre que tu as, ou j'en sais rien, qui contiendrait de l'aluminium, ou ton MacBook, tu as déjà plus de 70% d'aluminium recyclé, sans même qu'il ait annoncé, voulu ou quoi. Ils ont juste acheté l'aluminium au meilleur tarif qu'ils pouvaient le trouver. C'est de la com en fait. Donc c'est complètement de la com. Est-ce que c'est du greenwashing, tu crois vraiment ? Ouais, si, complètement. En fait, non. Ils ont fait l'effort d'aller chercher les 100% de plastique en récupérant eux-mêmes les trucs en interne. Mais toute la partie aluminium, très clairement, c'est du greenwashing. Et d'ailleurs, ils disent pas qu'ils utilisent 100%
d'aluminium recyclé de leurs propres produits. Non, bien sûr. Mais 100% d'aluminium recyclé. Et c'est là où ça change, c'est qu'il y a peut-être effectivement les 25% restants qu'ils ont été cherchés parmi les trucs qu'ils ont été récupérés au niveau moléculaire, ils nous expliquaient dans leurs usines et tout ça. Non, mais sans doute. Après, c'est à souligner, c'est sympa qu'ils le fassent. Mais ça leur coûterait moins cher de recycler justement le chute des trucs d'iPad qui leur restent que d'acheter d'aller de chercher l'aluminium neuf non recyclé, ouais. Non recyclé. Bon, il y a donc, aussi du coup, bon, c'est un coup de com', mais après, on peut que se féliciter que des entreprises comme ça disent qu'ils bossent sur le recyclage des matériaux et des matières premières. Donc oui, vous aurez toujours des morceaux de coque d'avion, de fuselage d'avion et de canettes de coca dans vos MacBooks, comme vous les avez déjà eu jusqu'à présent. Il y a aussi 60% de plastique recyclé dans les Mac Mini. Je suis sûr qu'il y a des petits arrangements là aussi. Mais alors oui, c'est peut-être mis en avant évidemment parce que c'est une question marketing. Non, mais parce que c'est cool de dire 100%. C'est 100% de recyclé, c'est cool. Bon, voilà. Et ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire que si tu achètes un produit Apple, il y a 100% d'aluminium recyclé. Voilà, je suis convaincu. Mais je suis convaincu que si les autres constructeurs utilisaient eux aussi 100% d'aluminium recyclé, ils le mettraient en avant aussi. Tu vois. Donc il y a quand même une différence. Et pour moi, c'est un truc qui est important à noter parce que ça veut dire qu'Apple, un achat Apple, quasiment 100%. Bon. Bah écoute, en tout cas, on le sait pas, et ça me paraît bizarre qu'ils ne le disent pas. Mais du coup, justifié ou pas, on pourrait en débattre des heures. L'achat d'un produit Apple est presque un achat, j'exagère en disant militant, mais on peut se réconforter dans notre attitude par rapport à l'environnement. Et puis il y a des gens qui vont dire ah oui, mais le mieux ce serait quand même d'acheter un appareil tous les 5 ans ou tous les 10 ans au lieu d'en acheter un tous les 2 ans. Ok, on est d'accord aussi, mais c'est à la limite un autre débat. Ou peut-être que c'est pas un autre débat, je sais pas. Peut-être que c'est le cœur du débat justement. Mais j'ai l'impression quand même que ça fait un effet important sur la décision d'achat. De se dire si je veux un appareil qui est plus attends juste laisse-moi finir, si je veux l'appareil qui est le plus respectueux de l'environnement possible, je crois que c'est ces appareils-là dont il parle, non? Oui, mais alors ça, même je suis entièrement d'accord. Non, moi, ce qui est le plus intéressant, que ce soit 100%, 99%, que machin, le plus intéressant, c'est effectivement, s'ils disent, nous, on veut maintenant essayer d'utiliser un maximum de matériaux recyclables, et c'est notre politique chez nous, et on fait en sorte que les appareils vous durent pas qu'un an, mais que vous puissiez les garder pendant 5 ans avec les mises à jour logicielles, qu'on gère les problèmes de batterie, qu'au machin, et que le but, c'est de consommer le moins de ressources possible que nous offre la Terre. En essayant d'exploiter ce qu'on a déjà exploité finalement, bah évidemment que c'est un achat militant et évidemment que ça fait bien de dire je vais acheter du Apple. Mais c'est vrai que l'argument sorti comme ça à l'emporte-pièce sans avoir la perspective globale de ce qu'est le marché de l'aluminium, tu te dis bon... en fait, si tu veux, ils ont donné... Là, sur ce coup-là, Apple a assez mal communiqué. S'ils avaient été honnêtes en disant jusqu'à présent, nous avions 75% de l'aluminium en circulation et de l'aluminium recyclé, nous, on a décidé d'aller un peu plus loin et d'aller jusqu'à 100% d'utilisation. On n'achète plus de l'aluminium qui vient d'être produit, machin. Ça aurait été malin. Mais communiquer en disant c'est 100% d'aluminium sans préciser qu'ils étaient déjà à plus de 70%, tu vois, peut-être même 80%. Ah, mais... Je trouve ça pas malhonnête. Attention, c'est pas du tout ça ce que je dis. Mais par contre, c'est prêter le flanc à la critique. Et c'est trop long à mettre dans un slide. Non mais bien sûr. Mais moi je le critique pas pour ça. Je trouve ça même très bien qu'il le fasse et c'est tant mieux. Mais tu vois par exemple tous les détracteurs d'Apple vont être les premiers à dire ouais mais ça va les gars. C'est comme si vous disiez maintenant on est passé à 100% de recyclé alors que vous étiez déjà à 90%. Ouais, moi je suis pas. Moi je pense que la plupart. Pardon. Je pense que la plupart des gens n'ont pas un Cédric Bonnet dans leur émission, dans leur publication. Ouais, et donc, quand tu vois, tu dis ils ont été maladroits dans leur communication. Moi, je crois qu'au contraire, ils se sont dit bon, les gens vont pas s'en rendre compte, ou plutôt, les gens vont pas faire la note. S'en rendent compte. Le problème, c'est qu'après, tu as un article qui sort comme ça en disant c'est bon, c'est du bullshit, et du coup, tout le monde va dire non mais c'est bon, Apple nous raconte de la merde.
Moi, je suis pas sûr parce que c'est bon, c'est du bullshit. C'est oui, ils sont pas passés de 0 à 100. C'est comme ça que c'est résumé. Un titre qui fait cliquer. Apple nous a menti sur les 100%. D'accord. Bon, voilà, c'est bon. Bon, dernière info sur Apple que je voulais évoquer, et puis on va passer à autre chose. C'était le changement de manière de parler de leurs résultats aux investisseurs dans les rapports trimestriels, qui a été annoncé genre le lendemain ou le surlendemain de la conférence pour un petit peu noyer la chose. C'est le fait qu'ils ne vont plus annoncer le nombre d'unités vendues pour les iPhones, les iPads et les Mac, mais uniquement parler de la quantité de revenus générés, parce qu'ils estiment que ça n'est pas le nombre d'unités vendues ne représente pas le state of business, donc l'état de leur performance commerciale. Et bien sûr, on pense immédiatement au fait qu'ils ont réussi à maintenir, voire à augmenter leurs revenus, même en vendant à peu près autant, voire un petit peu moins d'iPhone ces dernières années. Donc leur stratégie d'augmentation des prix des appareils paye, comme on en a parlé plusieurs fois. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez de cette décision? Moi, je pense qu'ils auraient fait un vrai coup de com' avec ça. Ouais. Donc ils sont encore plantés, ouais. Non, je ne sais pas qu'ils soient plantés, mais en relation avec ce qu'on vient de dire sur l'exploitation des ressources et machin et tout ça, en disant on va vendre moins d'iPhone, mais on margera plus parce qu'on a décidé de faire des iPhones plus verts, plus respectueux de l'environnement, et du coup donner des chiffres. Évidemment, on va en vendre moins, ils seront sans doute même plus chers, mais les gens les garderont plus longtemps et on évitera de consommer autant de ressources, machin et tout ça. Et on continuera à faire de l'argent avec, puisque les gens voudront des produits verts, des produits qui sont respectueux et tout ça. Ça aurait pu faire un coup de com'. Ah ouais, mais là tu dis que tu veux vendre moins d'appareils, c'est compliqué. Surtout si un jour tu te mets, surtout Cédric, si un jour tu te mets à en revendre plus. Parce que le jour où tu te remets à en vendre plus, que tu veux mettre ça en avant... Ouais, mais si t'en vends plus... N'achetez pas. Oui, c'est ça, c'est compliqué comme message à faire passer. Si tu en vends plus parce que tes produits sont plus respectueux de l'environnement ou que sais-je... Enfin, je veux dire, les gens disent, si le produit s'avérait vraiment plus vert, plus machin... ça ferait un vrai achat militant. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont un peu conscience de l'écologie et de l'environnement qui les entoure, essaient d'acheter local, essaient d'acheter bio, c'est plus cher. Et ça, c'est rentré dans la tête des gens, tu vois. Les gens ont compris que la production était peut-être plus chère, il y a plus de marge, j'en sais rien, bref. Mais enfin, si Apple se disait... nous, on va augmenter le prix des iPhones parce que ça nous demande un peu plus de boulot de faire on pourrait même les croire ou pas les croire, on s'en fout. S'ils rentrent plus d'argent, parce que honnêtement, certes, ils en vendent sans doute moins que des années précédentes, parce que l'iPhone 10 plus cher et tout ce que tu veux, mais ils font plus de marge. Donc, c'est quoi le problème, en fait, avec les gens de la bourse? Ils veulent qu'il y ait plus d'unités vendues ou ils veulent que Apple gagne plus d'argent? Ah bah ils veulent évidemment qu'Apple gagne plus d'argent, mais ben voilà, après, quand tu vois les produits de l'iPhone et le fait qu'on dise que les ventes baissent, c'est... Il y a un autre pan de cette histoire, moi, qui me fait beaucoup sourire, moi qui suis un petit peu la bourse, c'est que et là, ça va au-delà d'Apple. Il y a une vraie prise de pouvoir aujourd'hui de ces grosses entreprises par rapport à leurs actionnaires. En gros, là, Apple dit à ses actionnaires, bah voilà les chiffres que je vais vous donner, et puis si vous n'êtes pas content, allez vous faire voir. Il y a beaucoup aujourd'hui de GAFAM qui commencent à racheter leurs actions, etc. Et ce qui me fait sourire là-dedans, c'est alors que les États-Unis sont les pays du libéralisme, où on disait les actionnaires tout puissants et tout, le paradoxe, c'est qu'aux États-Unis, les actionnaires sont en train de perdre du pouvoir par rapport à ces très grosses entreprises du GAFAM, alors que dans les pays où on essaye de réguler le pouvoir des actionnaires, etc., bah, ils en prennent plus. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un signe des temps. Je sais pas si c'est inquiétant ou pas, parce qu'il faut pas oublier quand même que le système des actionnaires, c'est très important pour une entreprise. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est comme ça que fonctionne en tout cas l'économie capitalistique. Et certains s'inquiètent, pas que d'Apple, hein, de cette inversion de pouvoir, de ces entreprises qui ont trop de pouvoir par rapport à leurs actionnaires et qui leur imposent des points de vue c'est pas de la dissimulation, mais c'est quand même pas loin. C'est de dire, voilà, je choisis juste les chiffres que je vais te donner.
Voilà. Oui, précisons quand même qu'il y a évidemment que tout ça est régulé même aux États-Unis et qu'ils sont tenus de divulguer certains chiffres comme les revenus et les bénéfices. Et à côté de ça, ils livrent les chiffres qu'ils estiment être représentatifs de l'état de leurs affaires. Donc bon, en l'occurrence, c'est vrai que c'est la tradition de dire combien d'appareils t'as vendu. Là, le truc, mais c'est pas obligatoire en enlevant dans la les loi. volumes. Non, c'est pas obligatoire, mais ça s'appelle le minimum syndical. Après, il faut essayer. Normalement, autrefois, une entreprise essayait de séduire ses actionnaires, et plus tu leur donnes de chiffres aux actionnaires, plus ils ont de visibilité. Oui, et là, en leur enlevant une donnée importante comme le volume de vente d'unités, tu enlèves de la visibilité aux actionnaires. C'est pour ça que les actionnaires n'ont pas aimé, et d'ailleurs, Apple s'est fait sanctionner à cause de cette décision, alors qu'ils avaient des bons résultats financiers. Il n'y a pas, en gros, que la valeur de l'entreprise qui compte. Pour un actionnaire, ce qui est très important, c'est son analyse de l'action. Bon, il y a aussi le fait que ça va être plus difficile pour les développeurs de savoir combien d'unités sont disponibles. Peut-être qu'Apple trouvera d'autres moyens de le mentionner, comme le nombre d'installations d'OS de tel ou tel type, enfin de telle ou telle version ou Dieu sait quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi problématique pour les développeurs de savoir je développe sur quoi et sur quand. C'est un petit peu moins d'informations aussi. Écoutez, ça va être à peu près tout pour cette longue partie Apple. Est-ce qu'Apple est en train de perdre son âme ? On n'aura pas répondu à la question aujourd'hui, mais je crois que pour moi, on arrive dans une période où on peut se dire... Je ne sais pas s'ils ont perdu leur âme, mais clairement, on n'est plus tout à fait dans le même type de ils changent en tout cas, comme tu le disais, je crois, mais Jérôme. Longtemps, pour moi. Oui, mais là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc, une sorte de différence critique là. C'est surtout la gamme de produits MacBook qui moi m'a paru symbolique. C'est une transition. Bon, ouais. Écoutez, on fait une petite pause rapide pour que je vous lise plutôt les témoignages de 2 personnes aujourd'hui. J'ai 2 personnes qui nous expliquent pourquoi ils ont décidé de soutenir le Rendez-vous Tech financièrement. Il y a d'une part Patou. Alors c'est pas moi, hein, je vous promets, mais Patou qui dit au début c'était pour être dans une démarche saine en me disant que si tout le monde peut donner un peu et que nous sommes nombreux, nous pouvons influencer sur la motivation et le travail de quelqu'un. Je continue à donner car avec l'âge je trouve l'information que je souhaite. Le détail caractéristique de tel produit m'importe peu. Ce que je préfère c'est le débat sociétal qui peut en découler. De plus, tu sais t'entourer de personnes de qualité dans leur domaine. Jeff, Cédric Ingrand et Bonnet. Alors désolé pour Corben et je suis quelqu'un de qualité. Les autres, vous pouvez sortir maintenant. Allez. et il illustre bien notre discussion puisqu'il dit réfléchir à pourquoi l'iPhone n'augmente pas sa résolution photo devient soudainement intéressant avec vos arguments et avis. Tant que tu continues, je continue. Merci beaucoup à toi, Patou. Et Joël Schmitt nous dit de manière beaucoup plus pragmatique: pour que Patrick prononce mon nom une fois dans une de ses émissions avec un gros smiley. Donc on voit là le prononcer, Joël Schmitt. C'est ça. Voilà. Joël Schmitt. Très bien, très bien. Donc on voit 2 types de motivation, toutes les 2 aussi valides l'une que l'autre. Hein, tu veux qu'on fasse ton message de répondeur, Joël Schmitt? Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Joël Schmitt. Il n'est pas disponible actuellement, mais vous pouvez le rappeler plus tard. Parfait. Donc si vous aussi vous voulez que Cédric... J'aime beaucoup l'approche pragmatique, ouais. Bon, vous connaissez la chanson, c'est sur patreon.com/rdvtech. Et vous pouvez soutenir l'émission, et c'est vous qui gardez la main sur la manière dont vous le faites. Merci à tous ceux qui choisissent de le faire. News et rumeurs. Alors une autre grosse news, on en discutait un petit peu juste avant l'émission, c'est l'acquisition de Red Hat par IBM. Red Hat est à l'origine, une distribution Linux. Alors Linux, système open source gratuit, bien connu. Et Red Hat s'était spécialisé à l'origine dans le packaging de leur version de ce système d'exploitation, bien sûr pour les entreprises. IBM a depuis longtemps abandonné le marché du grand public. Il se concentre sur les solutions essentiellement matérielles pour les entreprises et les solutions plutôt côté serveur. Et ils avaient depuis quelque temps joué avec des solutions comme des solutions en intelligence artificielle comme Watson, Deep Blue, il y avait un moment, et DeepMind, etc.
Et là, selon l'analyse de certains, dont Jonathan Schieber de TechCrunch, c'est vraiment l'idée que toutes ces choses-là sont un petit peu des distractions et qu'en fait, ils veulent ajouter une corde logicielle à leur arsenal de services aux entreprises et qu'ils veulent devenir un concurrent à tous les grands du cloud. C'est un mouvement vers le cloud, en fait, pour devenir concurrent de ceux qui font la course devant Amazon, Microsoft et Google. Microsoft qui a ses expériences au moment où on enregistre et qui fait que parler d'IA. Il y a à peu près le mot IA tous les 2 mots. Alors, cohérent, je sais pas, peut-être si tu suis ça, Corben, puisque toi, t'es un poilu qui connaît Linux et qui connaît Red Hat, ça te paraît cohérent comme partenariat, ou même pas comme partenariat, comme acquisition qui leur a coûté cher. En plus, ils ont payé 30% de plus, je crois, que la valeur, même plus, 50 ou 60% de plus que la valeur de Red Hat pour les racheter. Donc, c'est une bonne grosse somme de 34 milliards. C'est quand même cher payé. C'est cher payé, mais en même temps, moi, ça me paraît cohérent parce que IBM, ils utilisent et ils soutiennent des logiciels open source et du Linux depuis longtemps. Et donc racheter Red Hat, Red Hat c'est quand même un Linux qui est très utilisé dans le monde de l'entreprise. Hein. C'est pas non plus, ils viennent pas de racheter Ubuntu quoi. Donc il y a beaucoup de boîtes qui utilisent Red Hat, qui ont même du service après vente, etc. Enfin de la maintenance, etc. Qui achètent de la maintenance chez Red Hat. Oui, parce que Red Hat, je l'ai peut-être pas bien précisé, mais c'est vrai que Red Hat c'est pas juste on vous livre le système d'exploitation, c'est qu'on vous livre tout le service qu'il y a autour. Tu peux, mais voilà, oui. C'est le Linux pour les entreprises avec du support, avec des professionnels, avec voilà, c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent en fait. C'est pas l'OS qui est payant, mais c'est vraiment tout le service autour qui est payant. Et Red Hat, oui, c'est très utilisé, je pense, sur toute l'infra qu'IBM a et puis tous les clients qu'IBM a et donc pourquoi pas. Hein. Si c'est un mouvement vers le cloud, c'est pas con. Enfin, moi je trouve ça plutôt pas mal comme stratégie. On a l'impression que leur idée, c'est de faire un gros pari sur l'infrastructure du cloud, effectivement, comme tu le dis. Et toutes les analyses que j'ai lues et que j'ai entendues sont que le cloud représente aujourd'hui, je sais pas, 10 ou 20% de l'infrastructure des entreprises, mais qu'on se dirige vers une généralisation et que donc il y a des opportunités de croissance dans ce domaine qui sont énormes. Et donc IBM se positionne un petit peu, on n'est pas en fin de course, mais on va dire on est au premier tiers de la course. Les concurrents sont déjà établis, comme on l'a dit. C'est Amazon, Microsoft et Google. Et j'ai l'impression qu'avec cette acquisition, tout à coup, on dit et IBM, s'ils réussissent à bien l'intégration. Là où IBM va peut-être se différencier, c'est justement sur le côté pro, parce que quand on parle de cloud d'Amazon, de Google, etc., je veux dire, c'est accessible un peu à n'importe qui. À n'importe qui. Je veux dire, là, demain, en tant que particulier, je peux créer un compte sur Azure et puis commencer à le cloud, etc. Peut-être que là ils vont apporter un autre aspect, peut-être une autre qualité de service ou quelque chose d'autre, un peu dans l'esprit de ce qu'ils font déjà, de ce qui est déjà fait avec Red Hat, mais vraiment pour les entreprises. Je pense pas qu'en tant que particulier je pourrais ouvrir un compte de cloud chez IBM quoi. Voilà, effectivement, ça sera peut-être un peu différent. Cet accompagnement dont on parlait, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que Red Hat et IBM, en fait, font un petit peu la même chose, l'un du côté logiciel et l'autre du côté matériel. Donc, les mettre ensemble, ça en fait un acteur important tout de suite et enfin, c'est une décision inattendue, mais qui finalement a beaucoup de sens. Donc, bon, parlons un petit peu téléphone mobile consommateur. On se souvient que le téléphone Red Hydrogen One avait été teasé, leaké depuis 1 an. Pour rappel, Red, c'est une société il avait été teasé par Red. Même. Oui, bien sûr, mais teasé et leaké, enfin, il y avait eu plein de choses qui s'étaient passées. C'est un téléphone avec affichage holographique qui allait changer la manière dont on regardait nos téléphones, etc. Red, c'est une société qui fait des caméras vidéo professionnelles, donc pour le cinéma, la télé, etc., de grande qualité en optique numérique, et ils le font depuis longtemps. Et le téléphone est un assez gros téléphone. Et là, donc, il vient d'être
d'être rendu disponible, il est sorti, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les réactions sont assez, comment dire, assez négatives sur cet appareil, parce que la grosse force du truc, c'est un affichage holographique réticulaire, c'est-à-dire que l'image ne sort pas de l'écran, mais l'image s'enfonce en profondeur, comme sur votre 3DS en fait. Et la comparaison est un petit peu apte parce que la plupart des gens disent c'est à peu près la 3DS en moins bien. Et le téléphone coûte plus de $1,000 et il a des caractéristiques techniques, on va dire moyenne haute, mais pas des caractéristiques techniques super haut de gamme. Ok. Moi, je l'ai eu en main. Moi, je l'ai eu en main 10 minutes, mais je l'ai eu en main. Le truc holographique, ça m'a filé mal à la tête en 10 secondes. Voilà. Ouais. Donc, c'est assez raté. Voilà. Alors, leur promesse, c'est d'avoir un truc modulaire. Ouais. Après, oui. Je te laisse la parole sur les trucs modulaires, Jérôme, parce que je crois que c'était il y a 2 ans que tu nous disais que... Sa passion. Je pense qu'il faudra en reparler quand ils auront sorti leur module dans 1 an. Parce que, quelque part, si on connaît Red, bon, déjà, le patron est quelqu'un d'assez... pas capricieux, mais il part souvent sur des idées folles. Et ça lui a réussi quand il a lancé les caméras, parce que ce que les gens ne savent peut-être pas, mais il est arrivé sur un marché qui était complètement verrouillé, les caméras de cinéma, en disant je vais en faire une, elle va être moins chère, elle va être mieux, et tout le monde lui a dit mais t'es un taré quoi, t'y arriveras jamais. Et petit à petit, ils y sont arrivés. En fait, la vraie question, c'est est-ce que Red a les reins assez solides pour faire 1 ou 2 générations pourries de smartphones avant d'arriver à ce qu'ils veulent vraiment faire? Est-ce qu'ils peuvent faire comme les Chinois, qui généralement se plantent la première génération, la deuxième, on rigole, mais parfois un petit peu moins, puis la troisième, on dit « Ah putain, ils font mieux et moins cher ». L'idée derrière, moi je trouve qu'ils n'auraient pas dû insister sur l'écran holographique parce que c'est un gimmick dont tout le monde s'en tape. Mais par contre, la promesse de faire une vraie caméra, si, c'est la caméra de poche qui est intéressante. Alors la caméra qui est embarquée là avec la Red est très décevante parce que c'est pas eux qui la font. C'est ça. Ils n'ont pas mis leur capteur, ils n'ont pas mis leur optique. Mais s'ils font un module qui va utiliser le processeur avec leur capteur et leur optique. Il faut voir, ça deviendra peut-être pas un smartphone, mais plus une caméra qui, éventuellement, quand t'as enlevé tous les trucs, peut te servir de téléphone sur un tournage. Bon. Ça reste quand même une... c'est un truc de niche, ça reste une proposition étrange, on va dire. Très... Le OnePlus 6T semble être le téléphone le plus complet de l'histoire. Il a même un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran qui fonctionne correctement, pas parfaitement mais correctement. Est-ce que c'est le téléphone Android du moment ? Je pense que oui. Si vous cherchez une expérience Android sympathique avec OxygenOS, donc qui est leur version d'Android, mais qui en gros et pas du tout, se permet même le luxe d'être plus rapide que les versions Android des Pixel 3. Ouais, clairement, l'expérience générale, parce qu'en fait, ils ont travaillé sur les animations, ils ont travaillé sur tout un tas de trucs qui fait qu'on a une vraie sensation de fluidité, comme sur un iPhone. Et ça, c'est pas mal. Et donc, il se paie le luxe d'être plus rapide que ça en termes d'animation et de fluidité. OxygenOS est un OS qui, pour moi, est super bien abouti. Là, je l'ai moi sur mon OnePlus, qui est super abouti. Il rajoute quelques petites options par rapport à Android, mais ce sont des options qu'on retrouve dans les paramètres et qui viennent pas du tout, on va dire, gêner à l'expérience globale de l'OS. On peut décider d'utiliser soit la navigation que nous propose OnePlus, soit utiliser la navigation que nous propose Android pur. Donc avec cette fameuse barre en bas, un peu comme sur l'iPhone finalement. Donc moi c'est ce que j'ai fait par exemple. Et on n'a pas l'impression d'être face à une surcouche constructeur dégueulasse. On a vraiment la sensation d'être sur un OS propre. Et en plus, ils ont tendance à être ultra réactifs sur les mises à jour. Mais quand je dis ultra réactif, c'est qu'il y a déjà la mise à jour avec le patch de novembre. Nous sommes le 6. Ouais. Voilà, et je l'ai eu moi il y a 2 jours. donc voilà, ils ont rajouté pas mal d'options, pas mal de trucs. Ils ont fait un gros effort sur la photo avec le OnePlus 6T, parce que c'est vrai que le OnePlus 6 est pas exceptionnel en termes de photo, il est plus que correct, mais on s'attendait à mieux. Et clairement, le OnePlus 6T,
Ils ont fait un sacré boulot dessus. Et ce qu'ils ont fait, ils ont pris un peu le parti pris d'Apple, c'est de dire, eh bien nous, on a aussi une intelligence artificielle machin qui fait le café et tout. Mais le truc, c'est qu'en fait, on a pris le plus possible de cas de figure avec un photographe professionnel qui a expliqué à l'intelligence artificielle en gros ce qu'elle devait, la façon dont elle devait travailler pour avoir un bon rendu d'image. Et c'est pas purement logiciel pour embellir l'image à tout prix, mais on est sur des réglages. En gros, ils ont fait des presets qui serait digne de ce photographe-là. Je sais plus son nom d'ailleurs. C'est un mec apparemment ultra connu et tout. Et en gros, pour la démo, pour la démo commerciale, il montrait un mec qui prend une photo de nuit. Et là, tu vois le photographe arriver, tu sais, en accéléré, qui pose les éclairages, qui rectifie l'angle de la main, machin, bidule truc, pour que la photo soit belle. Et en gros, ils disent, notre logiciel est capable d'appréhender ce type de réglage et de vous proposer la meilleure photo possible. Et les premiers retours disent que c'est toujours pas le top du panier, mais il y a une grosse amélioration et du coup ça en fait un smartphone ultra complet pour un prix qui reste raisonnable, quoi. On est à du 600 €, on va dire. Alors c'est la première fois qu'ils passent le cap des 600 €, et ça fait grincer des dents sur le haut de gamme chez les aficionados de la marque, parce que c'est vrai que d'habitude, déjà quand le OnePlus 6 est sorti à 529, les gens ont dit oula, plus de 400 machin, ça a grincé un peu des dents. Là, plus de 600, c'est pour le modèle le plus haut de gamme, je sais plus, 512 je crois. Donc bon, mais 512, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, ça marche très bien. Et je suis. T'es satisfait, tout vous dire, même, toi? Ouais, je suis satisfait. Et pour tout vous dire, même, ils ont sorti un truc dans la dernière mise à jour. Quand on maintient le bouton Power, si on le maintient que en gros ils disent une demi-seconde, et en fait ça lance Google Assistant. Et c'est très con, mais en fait on peut paramétrer tout ça. Et ça donne des interactions. On a l'impression d'être face à un téléphone plus pur que les pixels, en fait. C'est assez exceptionnel. Ah ouais, d'accord. Écoutez, donc voilà le OnePlus 6T qui est disponible. Il y a aussi une rumeur selon laquelle, persistante, qui veut que Samsung annoncera son téléphone pliable cette semaine. Donc on vous en parlera demain, dans le prochain, dans le prochain épisode. Et il travaille avec Google pour avoir une version spécifique d'Android pour ce téléphone pliable, ce qui sera sans doute bienvenu. Le nom de code de la version, c'est Winner. Donc forcément ça sera bien. Et il y a une marque chinoise entre parenthèses qui s'appelle Ryu, je sais plus. Rions un peu. Ouais, Rouillon. Rions un peu en fait. Qui a sorti un téléphone pliable qui est pas très beau, pas très bien, pas très mais non, parce que tu peux l'acheter vraiment. C'est $1,300, ouais. C'est ça. Et pour en finir avec les téléphones, les services de secrets américains ont semble-t-il déterminé que certaines puissances étrangères espionnent les appels que Donald Trump fait depuis son téléphone iPhone personnel, qu'il continue à vouloir utiliser malgré les recommandations, l'obligation d'utiliser des téléphones sécurisés de la Maison Blanche. Visiblement, il continue à vouloir utiliser son téléphone. Mais l'iPhone n'est pas sécurisé, on peut nous écouter alors? Je croyais que c'était avec ses puces incroyables, tout était sécurisé et tout. Oui, non, écoute, après, pour peut-être qu'il utilise encore un iPhone 3GS. Hein. Mais il t'écoute pour t'afficher de la pub, pas pour t'espionner. Oui. Ils ont confondu, quand il appelle Poutine, ils ont cru que c'était de l'espionnage. C'est juste des appels à Poutine, quoi, c'est tout. Ce qui est amusant, c'est qu'il a tweeté, à moins que ça soit une fake news, que je me sois fait berner, mais il a tweeté un truc en disant mais c'est n'importe quoi, je n'utilise pas ce type de téléphone, pas du tout, je n'utilise pas mon iPhone, et il l'a tweeté depuis son iPhone. Donc voilà. Bon. Débile. Quoi d'autre? Ça touche un petit peu aux jeux vidéo, mais je vais en parler quand même parce que ça touche aussi le mobile. Blizzard a annoncé qu'ils allaient publier un jeu de leur licence Diablo sur mobile, sur iOS et sur Android. Alors, passons rapidement sur la controverse que ça a créée pendant leur conférence à la BlizzCon. J'ai jamais vu un backlash comme ça. Hein. Mais c'est intéressant de voir que je me demande si on n'est pas en train d'arriver possiblement dans une étape où, après Nintendo, qui a connu plus ou moins de succès, on va dire, il y a 1 ou 2 ans, on n'est pas en train d'arriver dans une étape où les gros développeurs s'intéressent aussi au mobile, pas forcément juste pour faire du jeu mobile, mais pour ou de faire compagnon, quoi.
ou de l'accompagnant, mais pour penser le jeu comme un vrai jeu avant de se mettre sur mobile, même s'il y a des vrais jeux sur mobile aussi. On verra, on n'a pas encore vraiment l'occasion de tester ce Diablo Immortal, mais c'est intéressant de voir que même les gros éditeurs sur tablette et tout ça, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi que le marché est tellement énorme, surtout en Chine, où il y a énormément de gens qui jouent uniquement sur mobile, que les gens ne peuvent pas les ignorer. Ensuite, à voir si ça sera un jeu sur les bases des jeux mobiles qui sont plutôt décevants pour les core gamers souvent, ou alors un jeu qui amène l'intérêt du jeu vidéo core gamer sur les mobiles qui est plus difficile à trouver généralement. Je trouve qu'on a une vision quand même très PC occidentalo-centrée, toujours à dire... Donc quand même plusieurs années après, que le hardcore gaming n'existe pas sur mobile. Et justement, en Asie, où tu as des joueurs, des très bons joueurs qui jouent à des jeux sur mobile, certes, c'est pas les mêmes types de jeux. C'est surtout ça qui est important, jeux, en fait. Attachants, où on passe du temps. Et puis... je crois que c'est surtout aussi une plateforme pour gagner de l'argent, c'est pas mal, quoi. Donc oui, Blizzard veut gagner de l'argent et il en a marre de voir des Diablo-like sur mobile et de pas en avoir un en son nom. C'est vrai que alors on en parle très longuement dans le dernier rendez-vous jeu avec l'ami Julien de Judge Heap, donc vous pouvez aller écouter tout ça et avoir les détails sur la controverse. Mais là où c'est intéressant au niveau de l'industrie, c'est que c'est vrai on a tendance à penser à Angry Bird en fait quand on pense aux jeux mobiles, et c'est peut-être le cas en Occident plus qu'ailleurs, mais il y a aussi beaucoup de voilà ce genre de jeu, c'est vrai, Candy Crush, mais il y a aussi beaucoup de jeux qui correspondent plus au type d'utilisation, c'est-à-dire au temps qu'on va passer dessus et à la dédication qu'on va leur accorder sur mobile. Et il y a beaucoup de jeux du type de Diablo qui ont été faits avec, on va dire, plus ou moins de respect pour le principe du jeu. Et donc, il me semble pas incohérent que Blizzard se penche sur la chose aussi, d'autant plus avec l'opportunité financière que ça peut représenter. Mais c'est vrai qu'il y a des core gamers aussi sur mobile. C'est juste que souvent, c'est pas tout à fait le même type de jeu d'une part, le même type de monétisation, ce qui est un aspect hyper important aussi d'autre part, et c'est ça qui fait, je pense, grincer des dents. Mais bon, on verra ce qu'il en est quand le jeu sera disponible, c'est pas pour demain. Quoi d'autre? Tiens, les Netflix et YouTube représentent 70% de la consommation de vidéos aux États-Unis. C'est pas forcément hyper surprenant de vidéos, aux États-Unis. Et par contre, la chose qui m'a intéressé, c'est que Instagram est devenu l'application sociale la plus utilisée des adolescents, des teenagers, et ça n'est plus Snapchat, ce qui est quand même assez... Je sais pas, c'est pas forcément... Parce que les parents débarquent sur Snapchat. On l'avait senti arriver. Les parents sont déjà sur Instagram depuis longtemps. Oui. Non, mais c'est surtout que Instagram a pillé effectivement les idées de Snapchat, mais on a fait quelque chose de mieux. Voilà. Alors en quoi c'est mieux enfin, c'est moins confus et confusant peut-être. C'est moins confus. Alors c'est moins confus, et puis Instagram partait quand même avec une base d'utilisateurs qui était plus grande. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont mis sur Snapchat pour certaines fonctions, et quand ils ont vu qu'ils avaient les mêmes sur Instagram, ils sont revenus sur Instagram. C'est ce que j'ai fait moi par exemple. Mais c'est vrai que même quand tu parles des jeunes, je veux dire toutes leurs stars, leurs chanteurs, leurs machins, enfin tous les people étaient déjà sur Instagram depuis un bon moment quoi. Et il y a plein qui switchaient entre Instagram et Snapchat non-stop, mais bon, à un bout d'un moment je veux dire si Snapchat a plus rien à apporter par rapport à Instagram. Ouais. Donc, bon, ça veut pas dire qu'ils vont disparaître, mais c'est sûr que non, mais ça faisait doublon, si tu veux, ça faisait double usage, donc autant rebasculer sur Instagram. Enfin, il y a plus rien à tirer de Snapchat. Enfin, pour les gens qui ont un compte Instagram, je veux dire. C'est vrai que là, on revient à ce que tu disais, Jérôme, et ce qu'on dit depuis un moment, c'est que Instagram a complètement pillé les fonctionnalités de Snapchat, ou en tout cas une bonne partie. Ils ont pillé et amélioré quand même, parce que par exemple, je trouve que les stories sont bien mieux foutues sur Instagram qu'elles ne l'étaient sur Snapchat. Et quelque part,
historiquement, il faudra quand même se souvenir, Snapchat, effectivement, a inventé, entre guillemets, les stories, mais n'en avait pas soupçonné l'importance. Ce que Facebook et Instagram ont compris, c'est que les stories étaient un nouveau mode de consommation hyper important. Bon, justement, on parle de Facebook. Ils ont perdu 1 million d'utilisateurs quotidiens en Europe et ils sont complètement stables aux États-Unis. C'est pas forcément. Je crois que c'est rare qu'on ait ce type d'évolution. On dit souvent mais personne va abandonner son compte Facebook malgré les scandales, malgré les problèmes de. Et là, ils ont encore des centaines de millions d'utilisateurs en leur sein. Pas des centaines de milliards, mais ils ont des milliards. Mais 1 million d'utilisateurs en moins en Europe. Et, c'est une virgule. Hein. C'est peut-être une virgule, mais c'est quand même quelque chose. 1 million, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien, mais après, en fait, c'est ça aussi, c'est que déjà, il y a eu toutes les fuites qui ont eu mauvaise presse là, qui s'enchaînent. En plus, en Europe, on a été, on va dire, bassiné pendant 1 an et demi avec tout ce qui est RGPD. Donc attention à vos données personnelles, et Facebook, c'est le mal. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait 1 million qui se disent mon compte Facebook, moi, j'en ai pas besoin, je le vire, ça sert à rien, voilà. Enfin. Puis les gens sont déprimants sur Facebook, ils font que se plaindre ou partager des trucs qui font pleurer. Il y a ça c'est aussi. Pas faux, c'est pas faux. Puis c'est assez addictif. Moi, dès que je pars sur Facebook. Alors que sur Twitter, on y va pour insulter les gens. Là, il y a du fun. Là, c'est beaucoup plus drôle. Bon, vous savez ce qui est fun aussi, c'est de mettre de la pub dans les statuts de WhatsApp. Alors, il y a des gens qui seront peut-être surpris d'apprendre que WhatsApp va ajouter de la pub. Alors, c'est uniquement dans les statuts, mais il n'empêche... WhatsApp a été racheté par Facebook, et Facebook, c'est quoi ? Une régie pub. Donc, forcément, ils vont faire de l'argent avec la pub sur WhatsApp, c'est pas si surprenant. Mais c'est... Comment dire ? À la fois intéressant et peut-être même déprimant, parce que c'est vrai que WhatsApp était à sa création censé être un outil qui était payant à seulement $1 ou €1 par an, et clairement quand Facebook les a rachetés, au bout d'un moment on a changé le modèle, quoi, et voilà. Alors à voir comment elles seront implémentées, mais ça arrive. Ouais, et puis surtout à voir comment elles vont être ciblées, quoi. Ça va être en profil Facebook, c'est quoi ça en fait, c'est sûr. Facebook, ils vont pas se dire non, on n'utilise pas les données Facebook, ils vont servir de quoi ? Des données WhatsApp. Ils peuvent pas a priori lire les messages puisqu'ils sont chiffrés. Enfin, si je ne m'abuse, sur WhatsApp c'est chiffré maintenant. Donc oui, bien sûr qu'ils vont servir des données Facebook. Ils ont ton numéro de téléphone des deux côtés, donc voilà. Ils vont croiser les données, c'est pas interdit ça. D'ailleurs, ça prouve quelque chose d'intéressant aussi à tous ceux qui pensent encore que des modèles payants sont tellement mieux que des modèles publicitaires. Ok, mais c'est pas €1 qu'il va falloir payer. C'est pas €1 par an, oui, c'est sûr. C'est que la pub rapporte beaucoup quand même. Voilà. Ouais. Il semblerait que Oculus ait abandonné l'idée d'un Rift 2, c'est-à-dire d'un casque de réalité virtuelle qui se branche à votre PC, et qu'il soit plutôt parti vers un autre modèle de Rift qui serait, on va dire, un petit peu plus autonome, qui serait le Rift S, et qui serait disponible l'année prochaine. Donc, moi je ne sais pas vraiment ce que j'en pense, ça explique sans doute les départs chez Oculus, mais l'idée qu'on n'ait pas d'appareil qui soit connecté à un PC, ça veut dire moins de puissance, mais est-ce que ça sera suffisamment de puissance ? Je ne sais pas. Là, je crois qu'on est arrivé à l'étape où la réalité virtuelle est en train de réétablir ce qu'elle cherche, en fait, pour les 3-4 prochaines années. Et les ambitions sont en train d'être vues à la baisse, quoi. Je pense que le confort est plus important que les performances quelque part. Il y a un moment pour un produit, si tu veux vraiment qu'il soit adopté, pas que par des happy few qui branchent des fils et que ça les dérange pas. Voilà, si tu veux une adoption market, tu n'y arriveras jamais avec un truc où il faut brancher des fils. Moi, je suis fan de mon Oculus Go, par exemple. Il n'y a pas de fil. Jamais j'achèterai un casque où il faut que je sois devant l'ordi pour l'utiliser. Là, tu vois, je le trimballe, je le fais tester à des potes, tu vois, je peux l'utiliser comme j'utilise un peu ma salle de cinéma perso, quoi.
Bon, bah voilà, c'est pour Corben le Rift S. Et n'oublions pas qu'il y a aussi le Rift Quest, enfin l'Oculus Quest, qui arrive aussi l'année prochaine. Donc il s'arrête pas de faire des produits. Il y a l'Ouest, le Quest. Il va y avoir l'Oculus Corben, Kenny spécial. Kenny West. Puisqu'on parlait de chiffres, tiens, n'importe quoi. Savez-vous quel est le coût d'acquisition d'un client pour un service, enfin pour une app avec abonnement? Savez-vous quel est le coût d'acquisition, c'est-à-dire l'argent qu'il faut dépenser en moyenne pour récupérer un utilisateur qui va se mettre à payer pour votre app avec abonnement? Ouais, je dirais 100 €, non? Ah bah écoute, on n'est pas loin. On est à $86. Ouais. Ce qui est une réduction de plus de 40% par rapport à l'année dernière, puisque les gens commencent à s'habituer aux services d'abonnement de plus en plus. Moi, j'avoue que j'étais un petit peu surpris. $86 dépensés pour gagner un client, ça me paraît beaucoup, mais clairement, c'était encore plus avant. Ce qui vous montre à quel point je ne comprends pas le monde de la publicité. Oui, mais c'est hyper rentable. Enfin, je veux dire, le coût d'acquisition est haut pour que quelqu'un signe un abonnement. Mais l'abonnement, c'est quand même la manne céleste, quoi. C'est de l'argent qui tombe tout seul. Hein. Ouais. C'est comme ça que ça marche avec le rendez-vous tech. L'abonnement, c'est la manne céleste pour mon émission. Et par contre, je fais pas de pub, donc peut-être que j'ai pas bien compris. Je vais me mettre à... en fait, attends, j'ai une idée. $86 le coût d'acquisition. Si je paye les auditeurs $86 pour qu'ils s'abonnent, est-ce que c'est pas une meilleure utilisation? Parle-en à ton banquier. Ouais, c'est ça. On va faire ça comme ça. Parle-en à ton banquier. Bon, et on continue dans ces histoires de chiffres. Visiblement, il y a une initiative des maires de France qui voudrait taxer chaque livraison de colis Amazon 1 €. Chaque livraison de colis livrée à la maison. Et tous les colis, pas qu'Amazon. Oui, bien sûr, pardon. Ouais. Alors, on vise évidemment directement Amazon principalement, mais il y a d'autres services, tu as raison de le signaler. Est-ce que... Je sais pas, ma première réaction, c'est souvent... Bon, je suis pas forcément pour, mais est-ce que c'est cohérent pour compenser la désertification, machin ? Et après, je sais plus qui en avait parlé comme ça, mais... Les réactions de certains sont oui, vous êtes gentil, mais la taxe de 1 € n'est pas appliquée si on livre dans des postes ou des trucs comme ça. Donc ça incite les gens à aller dans les magasins ou les points de livraison. Mais il y a plein de gens qui utilisent Amazon parce qu'ils n'ont pas justement ces points de livraison. Donc ça va être répercuté sur eux. Donc je sais pas quoi en penser en fait de ça. Non, c'est de la merde. Enfin, d'accord, ok. Bon, maintenant je sais quoi en penser. Maintenant je sais quoi en penser. Moi je peux donner mon avis. Hein. Je pense que c'est une mesure totalement débile parce que les gens qui sont accros à Amazon ne vont pas changer leurs habitudes, même pour 1 € de plus. Et par contre, ça va finir d'achever tous les e-commerçants. Du coup, ça finance les collectivités locales si ça rapporte de l'argent et que les gens n'arrêtent pas d'acheter, non ? Alors, attention. Non, mais attends. Comme ça touche tout le monde, ça va aussi impacter les e-commerçants français petits qui se tirent la bourre avec Amazon et qui ont du mal déjà à survivre. Si tu veux, donc ça va impacter plus les boîtes françaises et les petits que Amazon, il a rien à foutre. Mais attendez, parce qu'en fait le truc c'est que la promesse c'est qu'en échange il baisse de 10% les charges sur le foncier pour les boutiques qui sont installées en ville. Donc en fait c'est pas de l'argent en plus qui rentre, c'est simplement qu'ils vont diminuer les charges pour la location ou l'achat de locaux pour des boîtes qui décideraient de monter une boutique en ville. Et voilà. Et en échange, donc ça veut dire que par exemple, si à Paris ils se mettaient à appliquer ça, Apple pourrait bénéficier de 10% de moins d'impôts sur le foncier. Je pense que eux, par rapport à la taxe de 1 €, ça les arrangerait. Surtout non, mais clairement, ça va pas être à Paris. C'est dans les zones qui sont justement touchées par. Mais sûr que non. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, en plus, tu vas financer. Qui va avoir droit à cet abattement de 10%? Est-ce que le boucher ou le charcutier du coin? C'est l'idée, oui, mais sauf que jamais tu achètes ta viande sur Amazon. Enfin... Non, mais c'est un système de vase communicant, tu vois. Oui, je te le conseille pas. La viande, je crois pas, mais c'est un système de vase communicant. Ah oui, on peut. Oui, c'est un système de vase communicant, Cédric. C'est-à-dire qu'on va effectivement rendre ces achats un petit peu plus chers pour faciliter la vie du commerce de proximité. Moi, je crois pas que ça se passera comme ça, mais l'idée, en théorie, elle me paraît pas si... Du coup, j'étais convaincu par l'argument de Corben de dépasser
départ qui était c'est de la merde, et maintenant vous êtes en train de me convaincre qu'au contraire, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Donc, je suis perdu. C'est de la merde enrobée. D'accord, peut-être. Quoi d'autre? Ça fait quand même penser à... Enfin... À la taxe sur les livres, la livraison qui pouvait pas payer. Non, mais ce qu'il faut pas oublier dans les... on parle que des mauvais côtés, effectivement, d'Amazon, machin et tout, mais en même temps, pour des commerces locaux, ça leur a permis, un, de survivre et deux, d'étendre leur clientèle à des niveaux nationaux et supranationaux. Je trouve que c'est... je sais pas, ça fait penser à des petites lois pour sauvegarder des choses, je sais pas. Qui n'existent déjà plus. Ouais. C'est un peu la taxe charbon quand plus personne n'utilise du charbon, quoi. Mais c'est moi, je vous trouve un peu dur quand même. J'étais prêt à m'insurger contre cette demande un petit peu anachronique et étrange. Mais du coup, je vous trouve dur parce que c'est pas la taxe charbon quand on n'utilise plus de charbon. C'est un moyen désespéré d'essayer de faire survivre le commerce de proximité, dont je pense dont on a besoin, parce que ça pousse la disparition du commerce de proximité pousse à la désertification des zones rurales, et ça c'est un vrai problème au niveau de la population et du pays. Donc ensuite on part dans d'autres considérations, et c'est pas forcément ça qui va être une solution, mais je sais pas. Du coup, je suis pas sûr que vous m'ayez convaincu. Mais vas-y, Corben, je te donne le dernier mot sur ce sujet. Le commerce de proximité, c'est quoi? Enfin, je veux dire c'est la baguette de pain, le coiffeur, le boucher, tous ces trucs-là. Ça va pas disparaître à cause d'Internet, ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, enfin, je sais pas si on peut leur faire réduire la taxe. Après, oui. Le boulanger va bénéficier de la taxe, mais dans les faits, il est même pas concerné par le problème. Donc. Voilà. Donc après, effectivement, t'as ta boutique d'informatique du coin, qui a peut-être déjà disparu depuis longtemps. Peut-être la boutique qui te vend des clopes électroniques. Peut-être qu'elle va disparaître, mais tu dis que le boucher, il va pas disparaître de toute façon, quoi. Le boucher, il existe quoi qu'il arrive. Voilà. Et puis après, les magasins, ils s'adaptent aussi. Enfin, t'as des trucs, tu peux acheter. Il existe quoi qu'il arrive quand on sera tous véganes. Voilà. Il y a ça aussi. Puis il y a toute la partie, tu sais, acheter local, acheter bio, machin. Voilà, plutôt que d'acheter de la merde et de faire ton drive et d'acheter des trucs, tu vas aller à ta supérette à côté qui fait peut-être pas de drive. Ouais, c'est pratique, mais si t'as pas, tu vois, si tu trouves pas les produits locaux, les choses comme ça dans ton drive, tu vas naturellement. Enfin, après, c'est des questions d'habitude et de conviction. Tu vas naturellement ton Biocop ou ton machin, et puis voilà. Ouais, tu peux acheter local. Tu peux acheter local dans ton drive, dans ton supermarché aussi. Hein. Moi, aussi, mais ça dépend des supermarchés. On essaye d'acheter local aussi. Et des produits aussi, parce que tu trouves pas tout non plus. Tu vois, moi, par exemple, tout à l'heure, j'ai été à Intermarché acheter un truc, je l'ai pas trouvé dans les rayons, je l'ai commandé sur Amazon. Voilà. Ah oui, un truc local ou... Non, des épices. Allez, on va passer rapidement sur le fait que la mairie de Paris a demandé aux apps de trottinettes de faire les choses mieux, c'est-à-dire d'implémenter genre des systèmes de bonus-malus pour les utilisateurs qui mettent les trottinettes n'importe où. Je sais pas comment ça va pouvoir être implémenté dans les faits, mais bon, la mairie commence à se pencher. Ah, pas mal. Voilà. Bonne idée. On t'augmente le tarif, c'est tout, la fois d'après. Oui, sanction financière, c'est pas bête. Voilà. Oui, mais comment est-ce que tu vas savoir qui a bien mis sa trottinette quelque part et qui ne l'a pas bien mis quelque part? Ça, c'est un peu plus compliqué. Google a vu un walkout, donc des employés sont sortis sont sortis manifester en fait en dehors des locaux de la société. Selon les organisateurs, il y avait 20 000 participants à ce walkout pour protester contre les problèmes de harcèlement sexuel et du traitement du harcèlement sexuel au sein de la société. Alors je ne sais pas s'ils étaient vraiment 20 000, mais en tout cas Sundar Pichai a dit qu'ils allaient passer leurs objectifs en revue. C'est intéressant parce qu'on voit chez Google en particulier une sorte de série de rébellions des employés contre les décisions ou les actions des patrons du management, et c'est marrant, ça me fait penser en fait à ce que tu disais, Jérôme, par rapport aux actionnaires qui perdent un petit peu de pouvoir. Là, les employés, mais c'est peut-être très propre à Google, sont un petit peu en train d'imposer leur volonté à leur leadership. L'utilisation militaire de l'IA ou je sais plus quoi, des trucs comme ça de Google. Oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, ils ont rétrogradé.
C'est intéressant parce que Jeff Bezos disait quelque chose d'hyper intéressant à ce sujet. Je ne sais plus si j'en ai parlé la dernière fois, mais il évoquait le fait que si toutes les sociétés tech tournent le dos aux opérations militaires, eh ben ça va vraiment affaiblir le pays et ça risque de poser des problèmes et de poser des dangers sérieux. Et donc il a maintenu les contrats avec les différentes instances militaires parce qu'il dit il faut bien que certaines des boîtes tech travaillent avec les militaires, sinon notre infrastructure militaire va être en très mauvais état et ça c'est pas très bien. Il risquerait d'y avoir trop de paix dans le monde, t'imagines ? Ouais, je suis pas certain que ça soit comme ça que ça marche. Bon, et puis on conclut, on dit, est-ce qu'on parle de Gab ? Peut-être même pas, c'est pas la peine. Allez, on va c'est bon, il y en a marre cette émission, putain, que ça finisse. Hein. Bon, et ben écoutez, c'est fini. Les désirs de Cédric retournez sont à votre vie normale. Ah putain. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter. Déjà que c'est gratuit, si en plus on doit faire des heures sup, merde. Et donc, on vous laisse partir. Mais avant, quand même, Cédric, de vous laisser partir, je vais vous demander une dernière chose, c'est de nous dire où on peut vous retrouver. Cédric, vas-y si les auditeurs veulent plus d'abonnés. Sur renegade.fr et tous les matins comme Jérôme, de 8 à 9 sur Twitch par contre. Dans Morning Tech Review où en gros tous les matins je fais ma veille mais en random, c'est-à-dire je ne sais pas ce qui va m'attendre, j'ouvre mon navigateur et les gens et avec les gens on cherche des sujets pour l'émission du mercredi soir. Donc voilà. Comme ça t'as rien à préparer, c'est top. Exactement. C'est le système. C'est trop un malin toi. J'ai le temps de faire la veille en journée et tout. Du coup j'ai dit le matin et les gens me postent sur Discord des news comme ça j'ai pas besoin de les chercher. C'est génial. Le crowdsourcing et le top c'est qu'en plus ils peuvent même venir parler avec moi en direct sur Discord. Donc des fois je ne parle même pas. Ce sont les gens qui parlent. C'est génial. Payer même pour avoir le droit de t'envoyer. Bah, exactement. Et en plus ils payent pour ça. Parfait. Très bien. Et en plus, c'est à la même heure que Jérôme. Donc, vous êtes en concurrence je peux pas faire plus tôt. Oui, bon. Écoutez, voilà. On va vous laisser vous écharper dans cette concurrence. C'est un petit peu comme TF1 contre... Sur Twitch et sur YouTube, c'est pas pareil déjà. Okay, c'est vrai. Corben, qu'est-ce que tu fais toi sur l'Internet ? Eh bien, sur mon blog, corben.info, et puis Instagram, corben00, si vous voulez avoir mes photos de vacances. Super. Jérôme, est-ce que tu aurais par hasard, je sais pas, une émission le matin où tu parles de tech, tu fais une revue de presse par exemple, qui soit un peu professionnelle, parce que je trouve que ça manque moi, je suis le connard qui la prépare. Hein, En fait, si la faisais avant, tu pourrais te la préparer. Hein ? Du coup, pardon ? si je la faisais avant toi, l'émission, genre de 7 à 8, après je te passe les notes et du coup, t'allais pas dire. Oui, ça serait pas mal. Ça serait une idée. Et moi, vous pouvez la retrouver donc sur notre chaîne secondaire Nowtech Live. C'est tous les matins de 8h à 9h. Et là, vous allez pouvoir aussi me croiser si vous allez au Salon de la Photo à la fin de la semaine à Paris entre jeudi. Ça commence jeudi et ça se termine lundi. Et on vous donne rendez-vous tous les soirs à 5h au point des communautés qui sera au 2e étage du Salon de la Photo si vous voulez venir me serrer la pince. Super, donc c'est à 5h au coin de la communauté au Salon de la Photo. Tout à fait. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Et vous pouvez également soutenir cette émission financièrement pour le prix d'un petit café, d'une petite bière. Vous allez sur patreon.com/rdvtech et vous pouvez choisir combien vous donnez, combien de temps vous donnez, pour combien d'épisodes vous donnez, etc. Donc n'hésitez pas à le faire si vous appréciez la bonne humeur et l'information qu'on vous propose toutes les semaines. Et ben le prix d'un petit café ou d'une petite bière, je pense que ça serait pas trop mal. Moi, j'apprécierais énormément. Un petit kebab parce que j'ai faim. Ah oui, bonne idée. Et d'ailleurs, à propos d'émissions intéressantes, si vous ne l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à aller écouter l'émission précédente où on a parlé à Romain et Franck du ciblage et du marketing et du web marketing et de l'utilisation de vos données. On en parle souvent, mais on ne sait pas très bien comment sont établis les profils, comment ils sont utilisés, comment on reçoit ou on fait une pub. Eh bien, on a passé une petite heure à en parler et à vous expliquer tout ça. Donc, c'est l'épisode 269 qui est un spécial marketing, ciblage, données personnelles. Donc, vraiment, je vous encourage à aller l'écouter parce que c'est le genre d'informations qui sont importantes à avoir. C'est tout pour cet épisode. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous. Bye bye. Salut tout le monde. Ciao.
on peut se lancer. Cédric, on peut se lancer. Voilà, merci. Je change pas les habitudes de Patrick.